Ma femme a demandé le divorce. Je veux tout, sauf cet enfant handicapé. Mon avocat m'a chuchoté, batte-toi pour la moitié. J'ai répondu, elle peut tout garder. Le tribunal a plongé dans un silence de mort. J'ai signé chaque papier. Elle souriait, savourant sa victoire, jusqu'à ce que son avocate s'écrie, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Ma femme a demandé le divorce, et elle a dit une chose que je n'oublierai jamais, je veux tout, Aurélien. La maison, l'argent, les placements, tout, sauf cet enfant handicapé. Cet enfant, c'est ainsi qu'elle appelait Gabriel, notre fils de 9 ans. Nous étions dans la salle d'audience du tribunal. Elle était de l'autre côté de la table, impeccable dans son tailleur blanc, avec son avocate, Delphine, assise à ses côtés. Moi, j'étais avec Raymond, mon avocat, qui n'arrêtait pas de transpirer, et de trembler, comme s'il faisait face à un peloton d'exécution. Raymond m'a chuchoté à l'oreille, d'un ton désespéré, batte-toi pour la moitié, Aurélien. C'est ton droit. Tu ne peux pas la laisser tout prendre. J'ai baissé les yeux vers les documents, posés devant moi. La maison, estimée à 450 000 €. Les comptes d'épargne, les placements financiers, la voiture. Tout ce que nous avions construit, en 23 ans de mariage, se résumait à ces quelques feuilles de papier. Et c'est là que j'ai dit la chose à laquelle personne ne s'attendait, elle peut tout garder. Un silence absolu s'est abattu sur la pièce. Raymond a laissé tomber son stylo. Victoire a cligné des yeux, confuse pendant une seconde, avant que ce sourire venimeux n'apparaisse sur son visage. Delphine, son avocate, s'est adossée à sa chaise, avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de gagner au loto, sans même avoir acheté de ticket. Aurélien, vous êtes sûr? Raymond m'a attrapé le bras. Ses doigts tremblaient. Aurélien, je t'en prie, réfléchis bien. Nous parlons de la totalité de tes biens. Tout. J'y ai déjà réfléchi. J'ai signé le premier document, puis le deuxième, puis le troisième. Le stylo glissait sur le papier, avec un bruit sec et définitif. Chaque signature était un renoncement, chaque paraphe une défaite, ou du moins, c'est ce que cela semblait être. Victoire ne pouvait cacher sa joie. Elle se mordait la lèvre inférieure pour ne pas trop sourire, mais ses yeux brillaient. Delphine organisait les papiers avec une efficacité militaire, vérifiant chaque signature, chaque initiale, pour s'assurer que tout était en ordre. C'est une décision très sage de votre part, monsieur, a déclaré Delphine, avec cette voix professionnelle, froide, et totalement dépourvue d'humanité. Cela rendra la procédure beaucoup plus civilisée. Civilisée? Quel beau mot pour décrire une dépossession. Raymond s'est affaissé dans sa chaise, vaincu. Il m'a regardé de la même manière qu'on regarde un homme, qui vient de sauter du haut d'un immeuble. Avec pitié, et avec incompréhension. Dehors, la pluie battait contre les fenêtres du tribunal. Le bruit était constant, presque hypnotique. La pièce sentait le vieux bois, et le café brûlé. La lumière fluorescente du plafond clignotait de temps en temps, comme si même l'électricité était fatiguée d'être témoin de tant de misère. Victoire s'est penchée vers Delphine, et lui a chuchoté quelque chose. Elles ont toutes les deux souri. Deux prédatrices satisfaites, après une chasse bien trop facile. J'ai signé le dernier document. C'est fait. J'ai posé le stylo sur la table. Autre chose? Delphine a tout revérifié une dernière fois, avec cette minutie irritante, typique des avocats à succès. Elle a passé en revue chaque page, a validé chaque signature, puis, elle a hoché la tête. Tout est en ordre. Victoire s'est levée, a lissé sa jupe, a baissé les yeux vers moi, et à cet instant précis, j'ai vu quelque chose de pire que de la haine dans son regard. J'ai vu de l'indifférence, comme si je n'existais déjà plus, comme si nos 23 années passées ensemble avaient été effacées d'un coup de gomme. Merci de ne pas avoir compliqué les choses. Sa voix semblait presque douce, presque aimable. Tu as toujours été tellement prévisible. Raymond rassemblait ses dossiers avec des mains tremblantes, marmonnant des choses que je ne pouvais pas entendre. Il était furieux, déçu, pensant probablement à la façon dont il allait expliquer à ses confrères qu'il avait perdu une affaire sans même avoir combattu. Delphine a fermé sa mallette avec un claquement sec. Le juge Maurice examinera tout cela demain, et rendra la décision finale.
Mais avec l'accord des deux parties, ce n'est plus qu'une simple formalité. Victoire marchait déjà vers la porte. Elle ne s'est pas retournée, pas même une seule fois. Je suis resté assis, immobile, les mains posées sur la table. Et puis, juste au moment où Delphine rangeait les tout derniers documents, elle s'est figée. L'expression de son visage a soudainement changé. D'abord, ce fut de la confusion, puis de l'inquiétude, et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle a sorti l'un des papiers, l'a lu, puis l'a relu. Ses yeux se sont écarquillés comme des soucoupes. Attendez. Sa voix ne semblait plus du tout assurée. Attendez un instant. Victoire s'est arrêtée sur le pas de la porte. Quel est le problème? Delphine n'a pas répondu. Elle a sorti un autre document, puis un autre. Ses mains n'étaient plus stables. Le papier tremblait entre ses doigts. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, elle a crié. Ce n'était pas un cri de rage. C'était un cri de pure horreur. Le cri de quelqu'un qui vient de découvrir que le sol sous ses pieds n'a jamais existé. Victoire, arrêtez. Ne signez plus rien. Mais il était trop tard. J'avais déjà tout signé. Et elle aussi. Victoire s'est retournée depuis la porte. Son visage, rayonnant de victoire quelques instants plus tôt, affichait maintenant une faille de confusion. De quoi parlez-vous, Delphine? L'avocate ne répondait pas. Ses yeux étaient rivés sur les documents, tournant les pages à une vitesse frénétique. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle priait, ou comme si elle maudissait quelqu'un. Delphine, la voix de Victoire s'est élevée. Que se passe-t-il? L'avocate a levé les yeux. Son visage, habituellement si contrôlé et froid comme du marbre, était maintenant pâle, presque gris. Il y a quelque chose ici, qui ne tourne pas rond. Raymond, mon avocat, a arrêté de ranger ses affaires. Il m'a regardé en fronçant les sourcils. Comment ça, quelque chose qui ne tourne pas rond? Delphine a ignoré la question. Elle a sorti son ordinateur portable, l'a ouvert avec des mains tremblantes, et a commencé à taper frénétiquement. Le bruit des touches remplissait le silence tendu de la pièce. Clic, clic, clic. À chaque seconde qui passait, son expression s'assombrissait. Victoire est revenue vers la table. Il n'y avait plus d'élégance dans ses mouvements. Il y avait quelque chose de plus primitif, la peur. Delphine, répondez-moi tout de suite. Que se passe-t-il? La maison. Delphine parlait sans quitter l'écran des yeux. L'acte de propriété de la maison, il n'est pas au nom d'Aurélien. Quoi? Victoire a arraché l'un des documents de la table. De quoi parlez-vous? Bien sûr qu'elle est à son nom. Nous l'avons acheté ensemble, il y a 15 ans. Ce n'est plus le cas. Ces quelques mots sont tombés, comme des pierres dans une eau calme. Victoire a lu le document une fois, puis deux fois. Ses yeux allaient de gauche à droite, de plus en plus vite, comme si elle cherchait quelque chose qui n'y était pas assez. Cela doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. Delphine a claqué l'ordinateur pour le fermer. Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé, pour la première fois, depuis que j'étais entré dans cette pièce. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a plu, une véritable peur. Monsieur, quand avez-vous transféré la propriété de cette maison? Je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les mains sur mes genoux, très calmement, comme si nous parlions de la pluie et du beau temps. Il y a 5 ans. Le silence qui a suivi était si épais, que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. 5 ans? La voix de Victoire était aiguë, presque hystérique. Tu as transféré la maison il y a 5 ans? Mais à qui? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé la question flotter dans l'air. J'ai laissé la panique grandir dans ses yeux. À Gabriel. Victoire a laissé tomber le document. Non, non, c'est impossible. Gabriel a 9 ans. Un mineur ne peut pas. Un mineur ne peut pas posséder de biens immobiliers directement, a complété Delphine. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Mais une fiducie irrévocable, au nom d'un mineur, avec un tuteur désigné. Ça, c'est totalement légal. Raymond m'a regardé. Il avait la bouche grande ouverte.
Aurélien, tu as créé un fonds de protection? J'ai hoché la tête lentement. Et la maison est dans ce fonds. Au nom de Gabriel. De façon irrévocable. Victoire a reculé d'un pas, puis d'un autre, comme si mes mots étaient des balles de fusil. Mais tu viens de signer un papier qui dit que je récupère la maison. Tu viens juste de. J'ai signé que je renonçais à mes droits, sur les biens matrimoniaux. Ma voix était calme, presque ennuyée. Mais la maison n'est plus un bien matrimonial. Pas depuis 5 ans. C'est la propriété exclusive de Gabriel. Je n'en suis que le gestionnaire. Delphine s'est effondrée dans sa chaise. Ses mains tremblaient, pendant qu'elle sortait d'autres documents de sa mallette. Les comptes d'épargne. Les assurances-vie. Les investissements. Tout est dans la fiducie. J'ai prononcé les mots lentement, savourant chaque syllabe. Au nom de Gabriel, légalement transféré il y a 5 ans, revu et approuvé par un notaire. Tout est parfaitement légal. Victoire m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de bien pire. C'était la réalisation lente, et douloureuse, qu'elle avait été trompée, et qu'elle avait célébré sa victoire beaucoup trop tôt. Tu es un satané expert comptable. J'ai terminé la phrase pour elle. Oui. J'ai travaillé pendant 30 ans à auditer les fraudes en entreprise, à traquer l'argent caché, et à démanteler des montages financiers, conçus par des hommes bien plus intelligents que moi. Pensais-tu vraiment que je ne saurais pas comment protéger mon propre fils? Raymond a laissé échapper un petit rire incrédule. Mon Dieu, Aurélien. Tu as planifié tout ça, il y a 5 ans? J'ai pris ma décision, quand Victoire a commencé à rentrer tard du travail. Quand elle a arrêté de venir aux séances de thérapie de Gabriel. Quand elle a commencé à le regarder, comme s'il était un meuble cassé, qui ne valait même pas la peine d'être réparé. Victoire avait les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage impuissante. Et qu'est-ce que je suis censé récupérer, alors? Pourquoi ai-je signé tout ça? Delphine examinait frénétiquement les papiers, tournant les pages, lisant les clauses, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait sauver la situation. Et puis, elle s'est arrêtée. Son visage est devenu livide. Victoire. Et pour les dettes? Ce mot est tombé comme une bombe. Quelle dette? Victoire a arraché les papiers des mains de Delphine. Nous n'avons pas de dette. C'est Aurélien qui s'est toujours occupé des finances. Puis, elle s'est figée. Elle a lu. Elle a relu. Son visage est passé du blanc au rouge écarlate. 100 000 € de prêt personnel. 90 000 € de crédit renouvelable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des dettes qui ont été contractées au cours des 5 dernières années, ai-je expliqué patiemment, comme si j'enseignais à un enfant. Tout à ton nom. Toutes légales. Toutes parfaitement documentées. Je n'ai jamais rien signé de tel. Bien sûr que si. J'ai sorti ma propre copie des documents, et je les ai fait glisser sur la table. Voici ta signature. Et ici, et encore ici. Tu te souviens quand je te demandais de signer des papiers pour la banque? Quand tu répondais que tu étais trop occupé pour les lire? Quand tu disais que tu me faisais confiance pour tout gérer? Victoire tremblait de tout son corps. Ses mains froissaient les papiers. Et ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix toujours aussi sereine. Les impôts fonciers des 3 dernières années. Les amendes accumulées et impayées. Tout cela relève de ta responsabilité fiscale, en tant que copropriétaire enregistré, avant que la maison ne soit définitivement transférée à la fiducie. Les dettes fiscales antérieures sont toujours à ta charge. C'est de la fraude. Victoire s'est tournée vers Delphine. C'est une escroquerie. Nous pouvons l'attaquer en justice. Nous pouvons. Ce n'est pas une fraude, a répondu Delphine, d'une voix éteinte et vaincue. Tout est signé. Tout est notarié. Tout est légal. Il a utilisé les lois de protection du patrimoine familial. Il a protégé son fils handicapé. Par le biais d'un fonds de dotation irrévocable. N'importe quel juge verra cela comme l'acte d'un père responsable, qui assure l'avenir de son enfant aux besoins spécifiques. Mais il m'a piégé.
Vous avez signé les documents. Delphine a fermé sa mallette. Il n'y avait plus rien à faire. Tous et chacun d'entre eux, en pleine possession de vos capacités juridiques. Le fait que vous ne les ayez pas lus, ce n'est pas de sa faute. Victoire m'a regardé avec une haine si pure, que je pouvais presque la toucher. Espèce de père responsable, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Victoire s'est agrippée au bord de la table, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ses jointures étaient blanches. Sa respiration était saccadée, peu profonde. Pour la première fois depuis des années, je la voyais sans son masque. Sans ce vernis de perfection, qu'elle portait toujours comme une armure. C'est impossible, a-elle murmuré. C'est impossible. Delphine organisait les documents en silence, avec des mouvements mécaniques, comme un médecin légiste cataloguant les preuves d'un crime. Seulement ici, il n'y avait aucun crime. Juste une femme qui avait complètement sous-estimé l'homme qui dormait à ses côtés depuis 23 ans. Raymond, mon avocat, a finalement retrouvé la voie. Aurélien, pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout cela? Je l'ai regardé. Son visage montrait un mélange de stupeur, et de quelque chose qui ressemblait à du respect. Parce que j'avais besoin que ta réaction soit authentique. J'avais besoin que tu croies que je faisais une erreur monumentale, pour qu'elle soit convaincue que j'abandonnais vraiment la partie. Bon Dieu. Raymond a passé une main dans ses cheveux. Tu as agi comme un homme brisé. Je pensais sincèrement que tu avais perdu la raison. C'était exactement le but. Victoire a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Tout cela n'était qu'une comédie depuis le début? Non. J'ai secoué la tête. La douleur était réelle. Notre mariage était réel. Nos 23 années ensemble étaient réelles. La seule chose que j'ai jouée, c'est la surprise. Parce qu'il y a 5 ans, quand tu as commencé à rentrer tard, en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Quand tu as arrêté de demander comment s'était passée la thérapie de Gabriel. Quand tu as commencé à parler de lui comme s'il était un problème à résoudre, et non un enfant à aimer. C'est à ce moment-là que j'ai su que cela se terminerait exactement ici. Tu es un manipulateur. Je suis un père. Delphine est intervenue, sa voix professionnelle m'est tendue. Monsieur, je dois confirmer un point. L'argent liquide, les comptes courants, sont-ils également dans la fiducie? Chaque centime qui méritait d'être protégé, oui. Et les cartes de crédit communes ont été annulées il y a 4 ans, remplacées par des comptes individuels. Victoire a laissé échapper un rire amer, presque hystérique. Il y a 4 ans. Alors, quand tu m'as donné cette nouvelle carte, quand tu m'as dit que c'était une montée en gamme de la banque. C'était un compte uniquement à ton nom, sous ta seule responsabilité de crédit, sans aucun accès aux fonds protégés de la famille. J'ai dépensé, sa voix s'est brisée. J'ai dépensé des milliers d'euros sur cette carte. Pour des rénovations, pour des vêtements, pour des voyages. 47 000 euros très exactement, ai-je confirmé. Toutes des dettes personnelles. Tout à ton nom. Delphine a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, on aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans. Victoire, il faut que nous parlions en privé. Non. Victoire a frappé la table des 2 mains. Le bruit a résonné dans la pièce, comme un coup de feu. Je veux des réponses maintenant. Je veux savoir exactement ce que tu m'as fait. Je me suis levé lentement. J'ai sorti un dossier de ma mallette, le même dossier qui avait été là depuis le début, attendant patiemment ce moment. Je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert. Voici un résumé complet de la situation financière actuelle, ai-je commencé, d'une voix neutre, comme si je faisais une présentation d'entreprise. La maison, d'une valeur estimée à 450 000 euros, a été transférée dans la fiducie irrévocable Gabriel, il y a 5 ans, 2 mois, et 14 jours. Tu as signé l'autorisation notariée le 12 mars, en même temps que d'autres documents que, selon tes propres mots, tu n'avais pas le temps de lire, car tu avais une réunion avec un client. Victoire est devenue livide. Les comptes d'investissement, 320 000 euros en fonds indiciels, en obligations et en actions, ont été transférés progressivement vers ce même fonds, sur une période de 4 ans. Chaque transfert a été approuvé par toi, via une signature numérique,
que tu as autorisé lorsque je t'ai donné accès à l'application bancaire. Je croyais que je signais pour accéder à mon propre compte. Tu signais des autorisations de transfert. Chacune d'entre elles étant légale et valide. Delphine prenait des notes frénétiquement. Elle savait que cela finirait en litige, mais elle savait aussi, je pouvais le lire dans ses yeux, qu'il n'y avait absolument rien à faire. J'ai poursuivi, les voitures. J'ai vendu mon SUV il y a 2 ans. L'argent est allé directement dans le fonds de protection. Ta BMW est à ton nom, avec un prêt en cours de 28 000 €. Ce prêt est à toi. Tu avais dit que nous le paierions ensemble. Tu l'as souscrit, je me suis simplement contenté de gérer les prélèvements. Victoire tremblait. Non pas de froid, mais d'une rage contenue. Les bijoux, les meubles de créateur. Tout ce que tu considères comme étant à toi, l'est techniquement. Tu peux les prendre, mais leur valeur de revente ne couvrira même pas 10% des dettes dont tu viens d'hériter. Hériter? Sa voix n'était plus qu'un cri perçant. Tu me les as refourgués. Tu m'as piégé pour que je signe. Je t'ai demandé de lire les documents, à de multiples reprises. Tu as choisi de ne pas le faire. Raymond est intervenu, le ton presque amusé. Aurélien, je dois te poser la question. Pourquoi lui laisser tout le crédit? Pourquoi ne pas simplement demander le divorce, et garder tout protégé dès le départ? Parce que j'avais besoin qu'elle croie qu'elle avait gagné, ai-je expliqué. Si je m'étais battu, si j'avais défendu les biens, elle aurait engagé des auditeurs, elle aurait mené des enquêtes. Elle aurait découvert l'existence de la fiducie. Mais en capitulant, en lui donnant tout sans me battre, j'ai activé son pire ennemi, sa propre arrogance. Victoire m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la haine pure. C'était quelque chose de bien plus complexe. C'était le regard de quelqu'un qui comprend, enfin, qu'elle a été battue à plate couture, dans un jeu auquel elle ne savait même pas qu'elle jouait. Je t'aimais, a-t-elle dit, la voix réduite à un souffle. Je t'aimais vraiment, Aurélien. Je t'aimais aussi, Victoire, ai-je répondu honnêtement. Mais tu as cessé d'aimer Gabriel, et c'est là que tu as fait une erreur. Parce qu'un homme peut survivre sans l'amour de sa femme, mais un père ne cessera jamais de protéger son fils. Delphine s'est raclé la gorge. J'ai besoin de savoir, pour le dossier, quelle est la valeur totale des actifs dans cette fiducie. Environ 990 000 €, plus la maison. Victoire a vacillé, Delphine a dû lui retenir le bras. Et les dettes au nom de ma cliente s'élèvent à 243 000 €, plus les intérêts cumulés. Le silence qui a suivi était total. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil a percé les nuages, et a traversé la fenêtre, illuminant les particules de poussière qui flottaient dans l'air. Tout semblait étrangement paisible. Victoire s'est dégagée de l'emprise de Delphine, et a marché vers moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Ses mains s'étaient serrées en poing. Sa mâchoire était contractée. Mais ensuite, quelque chose s'est brisé en elle. Et Gabriel, a-t-elle demandé. Et pour Gabriel? Gabriel va très bien, ai-je répondu. Gabriel a toujours été très bien. Parce que, pendant que tu planifiais la façon de diviser notre vie, moi, je planifiais la façon de protéger la sienne. Je suis sa mère. Biologiquement, oui. Légalement, aussi. Mais tu ne l'as pas pris dans tes bras depuis 3 ans. Tu n'es pas allé à une seule de ses séances de thérapie depuis 2 ans. Tu ne lui as pas demandé comment s'était passée sa journée depuis 1 an. J'ai fait une pause. Être mère n'est pas un titre. C'est une action. Et tu as renoncé à cette action, bien avant de demander ce divorce. Les larmes ont finalement coulé sur ses joues. Mais elle n'a rien ajouté. Il n'y avait plus rien à dire. Delphine a rangé tous les documents dans sa mallette. Je vais avoir besoin de temps pour revoir tout cela avec ma cliente. Nous allons demander un audit complet. Nous allons. Vous pouvez auditer tout ce que vous voulez, les jeux interrompus. J'ai engagé 3 cabinets différents, pour réviser chaque document. Tout est en ordre. Tout est légal. Tout est irréversible. Raymond a souri. Un petit sourire, mais authentique. Coup de maître, Aurélien. Un vrai coup de maître.
Victoire m'a regardé une dernière fois. Je te hais. Je sais, ai-je répondu. Mais Gabriel continuera de t'aimer. Parce que les enfants aiment de façon inconditionnelle, même quand ils ne le devraient pas. Elle s'est retournée et a quitté la pièce. Delphine l'a suivie, portant la mallette comme si elle pesait une tonne. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Le son était si final, si définitif, que pendant un instant, je me suis demandé si tout cela avait été réel. Si je venais vraiment de démanteler 23 ans de mariage, en moins d'une heure. Raymond a expiré lentement, comme s'il avait retenu son souffle pendant tout ce temps. Il s'est laissé tomber sur sa chaise, et m'a regardé avec un mélange d'admiration, et de quelque chose qui s'apparentait à de la crainte. Aurélien, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je pratique le droit de la famille depuis 30 ans. J'ai tout vu. Les fraudes, les tromperies, les manipulations. Mais ça. Il a secoué la tête. C'était de la chirurgie de précision. 5 ans à planifier chaque mouvement, chaque signature, chaque document. Je me suis rassis. Soudainement, je me suis senti fatigué. Pas physiquement. C'était une fatigue bien plus profonde. Ce genre d'épuisement, qui survient après avoir porté un poids pendant si longtemps, que vos muscles ont oublié ce que ça fait de vivre sans. Quand as-tu su, a demandé Raymond. Quand as-tu su que ça en arriverait là? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait à percer à travers les nuages gris. La ville semblait lavée, purifiée après la pluie. C'était un mardi, ai-je commencé. Gabriel avait 4 ans. Il venait de recevoir son diagnostic de paralysie cérébrale. Le médecin nous a expliqué qu'il aurait besoin de thérapie à vie, qu'il ne marcherait jamais sans aide. Que son développement cognitif serait plus lent. Raymond écoutait en silence. Victoire n'a rien dit dans le cabinet du médecin, rien dans la voiture sur le chemin du retour, rien pendant le dîner. Cette nuit-là, quand elle a cru que je dormais, je l'ai entendue pleurer dans la salle de bain. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de rage. Comme si Gabriel avait choisi de naître ainsi, juste pour ruiner sa vie. Les gens gèrent le deuil de différentes manières. Ce n'était pas du deuil, Raymond. C'était du ressentiment. J'ai fermé les yeux, me souvenant. Le lendemain matin, elle m'a dit qu'elle devait se concentrer sur sa carrière. Que je devrais m'occuper des thérapies de Gabriel, parce qu'elle avait une présentation importante. Et puis une autre, et encore une autre. Et soudainement, 5 ans plus tard, Gabriel me connaissait par cœur, mais reconnaissait à peine sa propre mère. Et c'est là que tu as commencé à planifier. C'est ça? C'est là que j'ai commencé à observer. Je me suis penché en avant. Tu vois, dans mon métier d'auditeur financier, j'ai appris une chose cruciale, les gens laissent toujours des traces. Toujours. Une dépense étrange par-ci. Un changement de routine par-là. Et Victoire a commencé à laisser beaucoup de traces. Un autre homme, plusieurs même, je suppose. Mais je m'en fichais bien trop pour aller vérifier. Ce qui m'importait, c'était de réaliser qu'elle n'était plus du tout investie dans ce mariage. Elle attendait juste le bon moment pour partir. Et quand elle partirait, elle essaierait de tout prendre. Sauf Gabriel. Raymond a sorti une bouteille d'eau de sa mallette, et a bu une longue gorgée. Alors tu as commencé à déplacer les actifs. Lentement, méthodiquement. Un expert comptable sait exactement comment cacher de l'argent. Mais je ne voulais pas le cacher. Je voulais le protéger légalement. Alors j'ai fait des recherches. J'ai lu des centaines de cas de droit de la famille. J'ai consulté des avocats spécialisés en gestion de patrimoine. J'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la protection des biens pour les mineurs en situation de handicap. La fiducie irrévocable. Exactement. C'est un outil juridique conçu spécifiquement pour protéger les enfants ayant des besoins particuliers. Une fois que les biens y sont placés, ils ne peuvent être touchés ni par les créanciers, ni par les divorces, ni par quoi que ce soit d'autre. Seul Gabriel peut en bénéficier, sous la supervision d'un administrateur désigné. Toi, moi, jusqu'à ses 25 ans ou jusqu'à ma mort, selon la première éventualité. Après cela,
le contrôle passe à un administrateur professionnel que j'ai déjà nommé, et qui est spécifié dans les documents du fonds. Raymond a sifflé doucement. Et les dettes? Comment as-tu fait pour qu'elle signe tout ça sans s'en rendre compte? Je me suis permis un petit sourire. Victoire s'est toujours vantée d'être brillante en architecture, mais elle admettait ouvertement qu'elle ne comprenait rien aux finances. Elle disait que j'étais là pour ça, qu'elle gagnait l'argent et que je le gérais. Alors, j'ai géré. Je lui ai présenté des documents mélangés. Une autorisation de transfert cachée au milieu de 10 pages de renouvellement d'assurance. Un prêt personnel déguisé parmi les documents de refinancement du prêt immobilier. Et elle a juste signé, à chaque fois. Sans lire. Parfois, elle ne regardait même pas, elle demandait juste « Je signe où ?» Et je lui montrais une signature ici, une autre là. Et c'est ainsi que, pendant 5 ans, elle a construit son propre piège. Mais les dettes. Pourquoi avais-tu besoin qu'elle ait des dettes? Pour 2 raisons. J'ai levé un doigt. Premièrement, pour que l'argent qu'elle prenait sur les comptes communs ait une destination traçable. Si l'argent disparaissait purement et simplement, elle aurait pu crier à la fraude. Mais si cet argent était utilisé pour payer des choses qu'elle avait autorisées et des rénovations sur la maison qui seraient plus tard transférées à la fiducie, des investissements qui protégeraient plus tard Gabriel, tout était justifié. J'ai levé un deuxième doigt. Et deuxièmement, pour m'assurer que lorsque ce moment arriverait, non seulement elle repartirait les mains vides, mais avec une réalité financière qui l'obligerait à réfléchir à 2 fois, avant de se battre pour la garde de Gabriel. Raymond a froncé les sourcils. La garde? Je croyais qu'elle ne voulait pas de Gabriel. Elle n'en veut pas. Mais quand elle réalisera que le fonds existe, qu'il y a près d'1 million d'euros dedans, elle voudra y avoir accès. Et la seule façon d'avoir accès aux ressources d'un mineur, c'est d'en avoir la garde, ou au moins la garde partagée. Mais avec 243 000 euros de dette, elle ne peut pas prouver sa solvabilité. Elle ne peut pas prétendre qu'elle est en meilleure position que moi pour s'occuper de Gabriel. En fait, n'importe quel juge regardera ses finances, et conclura qu'elle doit se concentrer sur la résolution de sa propre situation, avant même d'envisager des responsabilités supplémentaires. Raymond a laissé échapper un rire incrédule. Tu as bloqué chaque issue, chaque mouvement possible. J'ai passé 5 ans à jouer aux échecs, pendant qu'elle jouait aux dames. Nous sommes restés silencieux un instant. Dehors, j'entendais des voix, des gens qui sortaient d'autres salles d'audience, des vies qui se divisaient, des familles qui se dissolvaient. Je me demandais combien de ces personnes se battaient vraiment pour ce qui comptait. Et maintenant, quoi, a finalement demandé Raymond. Maintenant, j'attends, ai-je répondu. Delphine va tout auditer. Elle va engager des experts. Elle va chercher la moindre irrégularité, et elle ne trouvera rien, parce qu'il n'y a rien à trouver. Et Victoire. Victoire va passer par les 5 étapes du deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression. L'acceptation. En ce moment, elle est entre le déni et la colère. Dans quelques jours, peut-être quelques semaines, elle essaiera de marchander. Elle m'appellera. Elle me dira que nous pouvons arranger ça. Qu'elle a peut-être été trop dure, que Gabriel a besoin d'elle. Et que feras-tu? Rien, ai-je dit simplement. Absolument rien. Parce qu'il n'y a rien à négocier. Les documents sont signés. La fiducie est établie. Le divorce sera prononcé, et j'irai vivre en paix avec Gabriel. Raymond a commencé à ranger ses affaires. Tu sais, quand tu m'as engagé il y a 3 mois, je pensais que ce serait juste une affaire de plus. Un divorce difficile, certes, mais gérable. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais déjà gagné, avant même de mettre un pied dans cette pièce. Je n'ai rien gagné, Raymond. J'ai juste protégé ceux qui auraient toujours dû l'être. Il s'est levé et m'a tendu la main. Je l'ai serré. Ce fut un honneur, Aurélien. Un véritable honneur. Quand Raymond est parti, je me suis retrouvé seul dans la salle d'audience. La lumière du soleil entrait maintenant à flot, baignant tout d'une lueur dorée. Je me suis approché de la fenêtre, et j'ai regardé en bas, vers le parking. Là-dessous, j'ai vu Victoire monter dans sa BMW. Delphine lui parlait, gesticulant, lui expliquant probablement l'ampleur du désastre. Victoire avait les mains sur le visage.
Ses épaules tremblaient. Une partie de moi, une petite partie presque éteinte, a ressenti de la pitié pour elle. Mais ensuite, j'ai pensé à Gabrielle. J'ai pensé à toutes ces nuits où je l'avais bercée seule, parce qu'elle était trop occupée. À toutes ces thérapies où j'étais le seul parent présent. À toutes ces étapes franchies que j'ai célébrées en silence, parce qu'elle n'était pas là pour les voir. J'ai pensé à la façon dont Gabrielle me regarde, avec ses immenses yeux pleins d'une confiance absolue, comme si j'étais son héros. Et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. J'ai pris ma mallette et j'ai quitté la pièce. Mes pas résonnaient dans le couloir vide du tribunal. Chaque pas m'éloignait d'un chapitre de ma vie, et me rapprochait d'un autre. Dehors, l'air sentait la pluie fraîche. Le ciel avait encore des nuages, mais c'étaient des nuages blancs, inoffensifs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Allô, a répondu la voix douce de Martine, l'auxiliaire de vie de Gabrielle. Bonjour, Martine. J'ai terminé ici. Comment va Gabriel? Il va très bien, monsieur. Il dessine aujourd'hui. Il a dessiné un super-héros. J'ai souri. Ah oui? Et comment s'appelle ce super-héros? Il y a eu une pause. Puis la voix de Gabriel, lointaine mais claire, il s'appelle Papa. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Dites-lui que je suis en route pour la maison. J'ai conduit en silence. La circulation était fluide pour un milieu de journée. Les rues étaient encore humides à cause de la pluie, reflétant le ciel qui s'éclaircissait lentement. Je suis passé devant des endroits familiers, le café où Victoire et moi avions l'habitude de prendre notre petit déjeuner le dimanche, le parc où Gabriel avait fait ses premiers pas à l'aide de son déambulateur, la librairie où nous achetions les histoires que je lui lisais chaque soir. Chaque endroit était un rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné. Quand je suis arrivé à la maison enfin, ce n'était techniquement plus ma maison, mais celle de Gabriel, j'ai vu Martine à la fenêtre. Elle avait 52 ans, des cheveux gris attachés en queue de cheval, et la patience d'une sainte. Je l'avais engagée il y a 3 ans, quand il était devenu évident que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour m'occuper de Gabriel pendant que je travaillais. Maintenant, je ne travaillais plus. J'avais démissionné de mon poste il y a 6 mois, officiellement pour une retraite anticipée, officieusement pour préparer ce moment. Pour être totalement disponible pour Gabriel, une fois que tout cela serait terminé. Martine a ouvert la porte avant même que je ne puisse sortir mes clés. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. Ses yeux montraient une inquiétude sincère. Exactement comme prévu. Elle a hoché la tête. Elle ne connaissait pas tous les détails, mais elle en savait assez. Gabriel vous a réclamé 3 fois. Je lui ai dit que vous régliez des choses importantes. Comment s'est passée la thérapie ce matin? Bien. Il a marché 5 mètres de plus que la semaine dernière. Le kiné dit qu'il fait des progrès. Je suis entré dans la maison. L'odeur familière m'a frappé, du café fraîchement préparé, des crayons de cire, ce parfum si particulier des maisons où vivent des enfants. Ce n'était pas l'odeur de la maison que Victoire avait décorée. Cette maison-là sentait les bougies de luxe et les désodorisants. Cette maison-ci sentait la vie. Papa. La voix de Gabriel venait du salon. J'ai laissé ma mallette dans l'entrée, et je me suis dirigé vers lui. Il était assis dans son fauteuil spécial, celui qui lui donnait le soutien dont il avait besoin. Devant lui, une table basse couverte de dessins, des dizaines, tous avec des couleurs vives et des formes, que seul un enfant de 9 ans pouvait créer. Salut, champion. Son visage s'est illuminé. Gabriel avait les cheveux bruns de Victoire, et mes yeux verts. Son sourire était quelque chose d'entièrement à lui, de travers, immense, capable de faire fondre n'importe quelle armure. Regarde ce que j'ai dessiné. Il a brandi un papier à 2 mains. Le mouvement était difficile pour lui. Ses muscles n'obéissaient pas toujours, mais il essayait. Il essayait toujours. Je me suis approché et j'ai pris le dessin. C'était une silhouette avec une cape rouge, grande, forte, avec la lettre P sur le torse. C'est magnifique. Qui est-ce? C'est toi, papa. Tu es un super-héros. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Moi? Pourquoi serais-je un super-héros?
Gabriel m'a regardé avec ses immenses yeux, pleins d'une sagesse qu'il ne devrait pas avoir à son âge. Parce que tu t'occupes toujours de moi. Les super-héros prennent soin des gens. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise. Toi aussi tu es un super-héros, Gabriel. Tu es le plus courageux que je connaisse. Ah oui? Oui. Chaque jour, tu fais des choses difficiles. Tu marches même quand ça fait mal. Tu étudies même quand c'est plus dur pour toi que pour les autres enfants. Tu souris même quand tu as peur parfois. C'est ça être courageux. C'est ça être un super-héros. Il m'a serré dans ses bras. Ses bras fins se sont enroulés autour de mon cou, avec toute la force qu'il a pu rassembler. Et je l'ai serré en retour, ressentant cet amour pur et inconditionnel, que seul un enfant peut donner. Tu as vu maman aujourd'hui, a-t-il demandé contre mon épaule. La question m'a pris au dépourvu. Oui, je l'ai vue. Elle va rentrer à la maison. Je me suis un peu reculé pour le regarder dans les yeux. Non, champion. Maman va habiter dans un autre endroit maintenant. Pourquoi? Comment expliquer le divorce à un enfant de 9 ans atteint de paralysie cérébrale? Comment lui dire que sa mère a choisi de ne plus faire partie de sa vie, sans briser l'image qu'il a encore d'elle? Parfois, les adultes ont besoin de vivre dans des endroits différents. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Ça veut juste dire que les choses vont être un peu différentes. Est-ce que tu vas partir, toi aussi? Jamais, ai-je dit fermement. Je ne partirai jamais, Gabriel. Je te le promets. Tu le promets pour de vrai? Je le promets pour de vrai. Il a semblé satisfait de cette réponse. Il est retourné à ses dessins, ayant déjà oublié la conversation. C'est ainsi que fonctionnait son esprit. Les pensées allaient et venaient comme des nuages. Parfois, c'était frustrant. Parfois, c'était une bénédiction. Martine est apparue avec 2 tasses de café. Elle m'en a tendu une. Avez-vous besoin que je reste plus longtemps aujourd'hui? Non, ça ira. Vous pouvez partir à l'heure habituelle. Vous êtes sûr? On dirait que la journée a été longue. Elle l'a été. Mais c'est terminé. Elle s'est assise sur le canapé, sirotant son café. Est-ce qu'elle est au courant pour la fiducie? Maintenant, oui. Et sa réaction a été exactement ce à quoi je m'attendais, le choc, la rage, et le déni. Martine a hoché la tête. Elle avait été témoin de la façon dont Victoire traitait Gabriel, au cours des 3 dernières années. Les visites de plus en plus courtes, les excuses de plus en plus élaborées, le désintérêt à peine masqué. Pensez-vous qu'elle essaiera de se battre pour obtenir la garde, a-t-elle demandé. Elle y songera. Mais quand son avocate lui expliquera la réalité financière, quand elle comprendra qu'elle ne peut pas soutenir financièrement une bataille juridique tout en devant $250 000, elle changera d'avis. Et si elle le fait quand même, alors je me battrai avec tous les recours légaux dont je dispose, avec chaque document que j'ai préparé, avec chaque témoignage que je pourrai obtenir. J'ai regardé Gabriel, concentré sur son coloriage. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Victoire est beaucoup de choses, mais elle n'est pas stupide. Elle sait quand elle a perdu. Martine a fini son café. Ce garçon a de la chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance de l'avoir. Quand Martine est partie, j'ai préparé le dîner. Rien de très compliqué. Des pâtes à la sauce tomate, le plat préféré de Gabriel. Il ne pouvait pas utiliser les couverts facilement, alors il avait appris des techniques pour manger qui fonctionnaient pour lui. Avec les doigts quand c'était nécessaire, ou avec des fourchettes spéciales à large manche. Une patience infinie. Nous avons mangé ensemble, à la table de la cuisine. Gabriel m'a parlé de sa journée, du dessin qu'il avait fait pendant sa thérapie, de l'histoire que Martine lui avait lue, de l'oiseau qu'il avait vu à la fenêtre. J'ai écouté chaque mot, comme si c'était la chose la plus importante au monde, parce que pour lui, ça l'était. Après le dîner, venait la routine du soir. Un bain qui nécessitait de l'aide. Le pyjama qui demandait de la patience. Le brossage des dents, qui exigeait de la supervision. Chaque tâche était un petit défi. Chaque tâche accomplie, une petite victoire. Enfin, je l'ai bordé dans son lit.
Les draps avec des dinosaures, qu'il avait choisis le mois dernier. L'oreiller spécial qui soutenait son cou, avec le bon angle. La veilleuse qui projetait des étoiles au plafond. Tu me lis une histoire, papa? Bien sûr. Laquelle tu veux? Celle avec le dragon qui avait peur. J'ai pris le livre sur l'étagère. Je l'avais lu 100 fois. Je connaissais chaque mot par cœur, mais je l'ai lu comme si c'était la première fois, en utilisant des voix différentes pour chaque personnage, en faisant des pauses dramatiques, en regardant Gabriel sourire aux passages amusants. Quand j'ai eu fini, ses yeux étaient déjà à moitié fermés. Papa? Oui, champion? Est-ce que tu as peur, des fois? La question m'a surpris. Oui. Parfois. De quoi? De ne pas être à la hauteur pour toi. De ne pas être capable de te donner tout ce que tu mérites. Gabriel a ouvert grand les yeux. Mais tu es le meilleur papa du monde. Comment tu le sais? Parce que tu es là. Tu es toujours là. Quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose que je retenais depuis 5 ans. Depuis que j'avais commencé à planifier tout ça. Depuis que j'avais su que je devrais me battre seul. Des larmes. Pas beaucoup. Juste 2 ou 3, qui ont roulé sur mes joues, avant que je ne puisse les arrêter. Pourquoi tu pleures, papa? Parce que je suis heureux, Gabriel. Très, très heureux. Heureux de quoi? De t'avoir. Que tu sois mon fils. Que nous formions une équipe. Il a souri. On est la meilleure équipe. La meilleure équipe, ai-je répété. Je l'ai embrassé sur le front, j'ai éteint la lumière, et j'ai laissé la porte entr'ouverte, comme il l'aimait. Dans le salon, je me suis effondré sur le canapé. Le silence de la maison m'a enveloppé. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein, plein de possibilités, plein d'avenir. J'ai sorti mon téléphone. J'avais 12 appels manqués de Victoire, 3 messages vocaux, 7 SMS. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai ouvert l'application de la fiducie. Les chiffres étaient là. En sécurité, intouchable. 990 000 € qui allaient fructifier avec le temps. Qui paierait les thérapies de Gabriel, son éducation, ses besoins médicaux, tout ce dont il aurait besoin pour avoir la meilleure vie possible. Victoire aurait pu avoir accès à tout cela. Elle aurait pu faire partie de ça, mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi le prestige plutôt que l'amour, l'apparence plutôt que la substance, son propre confort plutôt que les besoins de son fils. Et maintenant, elle allait devoir vivre avec ce choix. Moi, de mon côté, je vivrais avec le mien. Et je ne regrettais rien. 3 jours plus tard, on a sonné à la porte, à 7 heures du matin. J'étais en train de préparer le petit déjeuner de Gabriel. Des flocons d'avoine avec du miel et de la banane, coupés en petits morceaux qu'il pouvait facilement mâcher. L'odeur du café emplissait la cuisine. Dehors, le soleil commençait à peine à se lever, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose. Je n'attendais pas de visite. J'ai regardé par le Judas. Victoire était de l'autre côté. Seule, sans Delphine, sans avocat. Juste elle, en jean et sweatshirt gris. Pas de maquillage. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit sans préambule. Il n'y a rien à dire. Tout a été réglé lors de l'audience. S'il te plaît, Aurélien. Sa voix s'est légèrement brisée. Accorde-moi juste 5 minutes. J'ai regardé derrière moi. Gabriel était encore dans sa chambre, probablement réveillé, mais toujours en pyjama. Martine allait arriver dans une demi-heure. 5 minutes. Et on reste dehors. Je suis sorti sous le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. L'air matinal était frais. J'entendais les oiseaux chanter, dans les arbres qui entouraient la maison. La même maison qui, légalement, appartenait désormais à notre fils. Victoire a croisé les bras, comme pour se réchauffer. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours.
Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je sais. Elle a pris une grande inspiration. Delphine m'a tout montré. Chaque document, chaque signature, chaque virement. Elle m'a expliqué exactement ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est protéger mon fils. En me laissant sans rien. En me mettant sur le dos 250 000 de dettes. En te laissant avec les conséquences de tes propres décisions, ai-je corrigé. Chaque document que tu as signé, t'a été présenté. Chaque décision financière a été discutée. Tu as choisi de ne pas y prêter attention. Tu as choisi de faire aveuglément confiance. Tu as choisi de prioriser ta carrière, plutôt que de savoir en bas de quoi tu as posé ta signature. Elle s'est mordu la lèvre. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Tu as raison. Tu as absolument raison. J'ai été négligente. J'ai été égoïste. J'ai été une mère épouvantable. Je ne vais pas te contredire. Mais je peux changer, Aurélien. Je peux m'améliorer. Donne-moi une chance. Laisse-moi voir Gabriel. Laisse-moi lui montrer que je tiens à lui. Maintenant, tu tiens à lui? Après 3 ans d'absence émotionnelle? Après l'avoir appelé cet enfant handicapé, devant une salle remplie d'inconnus? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. C'est la vérité, qui a fini par éclater au grand jour. Tu l'as toujours vu comme un fardeau, comme quelque chose qui ruinait tes plans pour une vie parfaite. J'avais juste besoin de temps pour digérer. Le diagnostic a été très dur pour moi. Ça a été dur pour tout le monde. Victoire, la différence, c'est que j'ai fait le deuil de mes attentes, et que j'ai continué à être son père. Toi, tu as fait ton deuil, et tu as choisi de t'éloigner. Elle pleurait ouvertement maintenant, sans même essayer de s'en cacher. Que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire pour réparer tout ça? Tu ne peux pas le réparer. C'est ça la réalité. Tu ne pourras pas récupérer les 3 années où tu n'étais pas là. Tu ne pourras pas effacer les séances de thérapie auxquelles tu n'es pas allé. Tu ne pourras pas réparer les dégâts que tu as causés, en lui faisant sentir qu'il n'était pas assez bien pour toi. Il n'a jamais dit ça. Il n'avait pas besoin de le dire. Les enfants ressentent ces choses-là. Ils sentent quand on ne veut pas d'eux. Et Gabriel est bien plus perspicace que tu ne le crois. Victoire a essuyé ses larmes du revers de la main. Je veux juste le voir. Pour 1 heure, une demi-heure, peu importe. Pourquoi? Dans quel but? C'est mon fils. Biologiquement, oui. Mais sur tous les autres plans, tu as cessé d'être sa mère, il y a très longtemps. C'est injuste. Injuste? J'ai presque ri. Tu veux parler de ce qui est injuste? Est-ce que c'est juste que Gabriel demande pourquoi sa maman n'est jamais là? Est-ce juste qu'il voit d'autres enfants avec leurs 2 parents? Et qu'il se demande ce qu'il a fait de mal? Est-ce juste que je dois inventer des excuses, pour expliquer pourquoi tu ne peux pas venir à la fête de son école, ou à son anniversaire? J'avais du travail. J'avais des responsabilités. Nous avons tous des responsabilités. Je travaille, moi aussi. Et pourtant, je n'ai jamais manqué un événement important. Elle s'est tue. Le soleil était plus haut maintenant. La lumière dorée illuminait son visage. Je pouvais voir les rides qui n'étaient pas là, il y a 5 ans. La fatigue dans ses yeux, la défaite dans l'affaissement de ses épaules. Delphine dit que je ne peux pas me battre, a-t-elle finalement lâché. Elle dit qu'avec mes dettes, et ma situation financière actuelle, aucun juge ne m'accordera la garde. Pas même une garde partagée. Delphine est une bonne avocate. Elle te dit la vérité. Et si je rembourse ses dettes? Et si je trouve une solution pour m'en sortir? Cela te prendrait des années. Et d'ici là, Gabriel aura 12, 13 ou 14 ans. Tu auras perdu encore plus de temps. Donc, je suis prise au piège. Tu n'es pas prise au piège. Tu subis les conséquences de tes choix. Victoire m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Mais il y avait aussi de la résignation.
La compréhension lente, qu'il n'y avait vraiment aucune échappatoire. Tu sais ce qui est le plus triste, a-t-elle dit. Une partie de moi est soulagée. Cet aveu m'a surpris. Soulagé. Soulagé de ne plus avoir à faire semblant. De ne plus avoir à prétendre que je peux gérer tout ça. La vérité, c'est que je n'ai jamais su comment être la mère d'un enfant comme Gabriel. Je n'ai jamais su quoi lui dire, comment jouer avec lui. Comment le faire se sentir aimé, alors que tout ce que je ressentais, c'était de la peur. De la peur. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'échouer. La peur de le voir lutter, sans pouvoir arranger les choses. Toi, tu sais réparer les choses, Aurélien. Moi, je ne sais que dessiner des bâtiments, des structures parfaites où tout a un sens. Mais Gabriel n'a pas de sens. Son état n'a pas de sens. Et je ne savais pas comment vivre avec ça. C'était la première fois que Victoire parlait avec une telle honnêteté brutale de ce sujet. Sans excuse, sans justification. La peur, c'est normal, ai-je dit après un moment. J'ai eu peur aussi. J'ai toujours peur. Chaque jour, je me demande si je fais ce qu'il faut, si les thérapies fonctionnent, si Gabriel sera heureux, si je pourrais lui offrir la vie qu'il mérite. Et comment tu gères ça? En ne pensant pas à la peur. En pensant à lui. À Gabriel. À son sourire quand il réussit quelque chose de nouveau, à la façon dont il me serre dans ses bras, à la façon dont il me dit que je suis son héros. J'ai fait une pause. Tu aurais pu avoir tout ça, toi aussi. Mais tu as choisi de partir, avant même d'avoir vraiment essayé. Victoire a hoché la tête lentement. Tu as raison. Et maintenant, il est trop tard, pour récupérer ce que j'ai perdu. Oui. Mais il n'est pas trop tard pour repartir de zéro. Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, tu devras le mériter. Pas avec de l'argent, pas avec des cadeaux. Avec du temps, avec des efforts, avec une vraie présence. Tu me laisserais essayer. Ce n'est pas ma décision. C'est celle de Gabriel. S'il veut te voir, il te verra sous supervision, et selon mes propres conditions. Et si tu le blesses à nouveau, si tu le traites avec moins d'égard que le merveilleux enfant qu'il est, tu disparaîtras de sa vie. De façon permanente. Et nous ne parlerons de visite que si tu arrives à cette étape. D'abord, tu dois prouver que tu peux t'engager. Un appel vidéo par semaine, pour commencer. Si tu arrives à tenir ce rythme pendant 3 mois, nous parlerons de visite en personne. Un appel vidéo. C'est tout? C'est plus que ce que tu lui as donné au cours de l'année écoulée. Si tu ne peux pas t'engager pour un appel de 20 minutes par semaine, alors tu n'es pas prête pour plus. Elle est restée silencieuse, assimilant l'information, calculant si cela en valait la peine. Et ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est beaucoup demandé, a-t-elle finalement dit. C'est le strict minimum pour un parent. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, réfléchis-y. Mais en attendant, ne viens pas ici sans prévenir. N'appelle pas à toute heure. N'essaie pas de manipuler la situation. Si tu décides que tu veux essayer, envoie-moi un message. Nous coordonnerons le premier appel. Et nous verrons comment ça se passe. Et pour ce qui est de l'argent, la fiducie, ce n'est pas négociable. Ni maintenant, ni jamais. Cet argent est pour Gabriel, pour son avenir. Il n'a rien à voir ni avec toi, ni avec moi. Delphine dit que je pourrais contester le fonds, affirmer qu'il a été créé sous de faux prétextes. Tu pourrais, et tu perdrais, et tu dépenserais des dizaines de milliers d'euros en frais d'avocat, juste pour arriver à la même conclusion. Mais vas-y, essaie si tu le souhaites. Victoire a expiré lentement. Tout l'air a quitté ses poumons, comme un ballon qui se dégonfle. Je ne vais pas me battre. C'est une sage décision. Mais j'ai besoin d'aide, Aurélien. Les dettes. Je ne sais pas comment je vais les payer. Ce n'est pas mon problème non plus. Tu as un excellent salaire. Mets en place un plan de remboursement. Consulte un conseiller financier. Apprends à gérer ton propre argent. Tu es cruel. Je suis juste. Il y a une différence. Elle s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée.
Est-ce que tu m'as vraiment aimé un jour? La question m'a pris par surprise. Oui. Je t'ai aimé profondément, pendant de nombreuses années. Et maintenant? Maintenant, je ne ressens plus rien. Ni amour, ni haine. Juste de l'indifférence. Et peut-être un peu de pitié. Elle a hoché la tête, comme si c'était exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. Au revoir, Aurélien. Au revoir, Victoire. Je l'ai regardé marcher vers sa voiture, monter à bord, démarrer, et s'éloigner dans la rue. Et puis, elle avait disparu. Je suis rentré dans la maison. Gabriel était dans le salon, dans son fauteuil, en train de regarder des dessins animés. C'était qui, papa? Personne d'important, champion. Prêt pour le petit déjeuner? Oui. 2 semaines se sont écoulées dans une sorte de calme étrange. Victoire n'a pas appelé, ne s'est pas présentée, n'a envoyé aucun message. C'était comme si elle avait finalement accepté la réalité, et choisi de disparaître, plutôt que d'y faire face. Je me suis concentré sur Gabriel, sur notre routine, et sur la construction de la vie que nous aurions toujours dû avoir. Les matins commençaient tôt. Gabriel avait besoin de temps pour se réveiller complètement. Ses muscles étaient raides après la nuit, et nous devions faire des exercices d'étirement, avant même qu'il ne puisse sortir du lit. Je l'aidais patiemment, comptant chaque répétition, transformant la thérapie en un jeu. Encore 10, champion, tu peux le faire. Je suis fatigué, papa. Je sais, mais les super-héros s'entraînent même quand ils sont fatigués. Tu te souviens de ce que tu as dit? Je suis un super-héros. Eh bien, toi aussi. Et les super-héros n'abandonnent jamais. Ça marchait à tous les coups. L'idée d'être fort, d'être courageux, suffisait pour qu'il trouve de l'énergie, quelque part au fond de lui. Ensuite, c'était le petit déjeuner, puis l'école à la maison. Gabriel ne pouvait pas fréquenter une école ordinaire. Les installations n'étaient pas adaptées, et les autres enfants, même s'ils n'étaient pas intentionnellement cruels, ne comprenaient pas ses limites. Alors, j'avais engagé une enseignante spécialisée, Gabrielle, qui venait 3 fois par semaine. Elle était patiente et dévouée. Elle voyait Gabriel comme une personne à part entière, pas comme un handicap ambulant. Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses sur les océans, disait-elle, en dépliant des images colorées sur la table. Savais-tu qu'il y a des créatures au fond de la mer, qui n'ont jamais vu la lumière du soleil? Gabriel se penchait en avant, fasciné. Comme les vampires? Un peu comme ça. Mais celles-ci sont bien réelles. Je m'asseyais dans la cuisine pendant ces leçons, travaillant sur mon ordinateur portable, mais toujours à l'écoute, toujours présent. J'entendais le rire de Gabriel quand Gabriel prenait des voix amusantes, sa concentration quand il essayait de tracer des lettres, sa frustration quand ses doigts ne coopéraient pas. Chaque émotion était valide. Chaque instant comptait. L'après-midi, c'était les thérapies. Kinésithérapie les lundis et mercredis, ergothérapie les mardis et jeudis, orthophonie les vendredis. 5 jours par semaine de travail acharné, de petites victoires, et parfois de retour en arrière. Xavier, son kinésithérapeute, était un homme robuste de 40 ans, qui travaillait avec des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale depuis 2 décennies. Il connaissait chaque exercice, chaque technique, chaque moyen de motiver un enfant fatigué d'essayer. Allez, Gabriel. Je sais que tu peux faire 3 pas de plus. Tu l'as fait la semaine dernière. Mais j'ai mal aux jambes. Je sais, mon grand. Mais la douleur signifie que tes muscles travaillent. Qu'ils deviennent plus forts. Et quand tu seras plus fort, tu pourras faire plus de choses. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire, Gabriel? Il réfléchissait, le visage sérieux. Je veux pouvoir jouer au foot. Xavier ne lui disait jamais que c'était impossible. Il ne lui volait jamais ses rêves. Alors il faut qu'on continue à travailler, parce que les joueurs de foot ont des jambes très fortes, et tu vas avoir les jambes les plus fortes de tous. Je regardais depuis la porte, voyant mon fils se battre contre son propre corps, voyant ses larmes de frustration quand il tombait, et sa détermination quand il se relevait. C'était épuisant. C'était déchirant. C'était magnifique. Un après-midi,
Après une séance particulièrement difficile, Gabriel était sur le canapé, épuisé. Xavier s'est approché de moi en rangeant son matériel. Il fait de bons progrès, monsieur. Plus rapide que ce que j'espérais. Vraiment? Vraiment. À ce rythme, d'ici un an, il pourrait n'utiliser qu'une canne au lieu de son déambulateur. Peut-être même moins. J'ai senti quelque chose grandir dans ma poitrine. De l'espoir, cette chose dangereuse que j'avais appris à garder sous contrôle, parce que les déceptions étaient trop douloureuses. Ce serait incroyable. C'est un garçon très fort. Et il a le meilleur motivateur possible. Vous. Xavier a posé une main sur mon épaule. Tous les parents ne s'impliquent pas autant. La plupart déposent leurs enfants ici et vont prendre un café. Vous restez, vous regardez, vous apprenez, vous faites les exercices avec lui à la maison. Ça fait toute la différence. C'est mon fils. Que pourrais-je faire d'autre? Vous seriez surpris. Quand Xavier est parti, j'ai préparé le dîner. Poulet rôti et légumes. Gabriel n'était pas un grand fan de légumes, mais il avait appris à négocier. Si tu manges 5 fleurettes de brocoli, tu auras un dessert. 3. 4. Marché conclu. Nous mangions ensemble, comme toujours, en parlant de sa journée, de ce qu'il avait appris, et de ses plans pour le lendemain. Papa, tu penses qu'un jour je pourrai aller dans une école normale? La question m'a surpris. Tu veux aller dans une école normale? Je veux avoir des amis. Des enfants de mon âge. Mon cœur s'est serré. Nous pouvons regarder les options. Il y a des écoles avec des programmes spécialisés, où il y a d'autres enfants qui ont besoin d'aide supplémentaire. Des enfants qui te comprendraient. Mais est-ce qu'ils seraient mes amis? Les vrais amis t'acceptent tel que tu es. Et tu es incroyable, Gabriel. N'importe quel enfant aurait de la chance de t'avoir pour ami. Il a souri. Ce sourire qui valait tous les sacrifices du monde. Ce soir-là, après l'avoir couché, je me suis assis sous le porche avec une tasse de café. Le ciel était clair. Des millions d'étoiles brillaient au-dessus de moi. La rue était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel d'une voiture qui passait. Mon téléphone a vibré. Un message. C'était Delphine, l'avocate de Victoire. Monsieur, je dois vous informer que ma cliente a signé tous les documents définitifs du divorce. Le juge Maurice a rendu sa décision cet après-midi. Le divorce est officiel. Victoire a également renoncé formellement à toute réclamation sur la fiducie, et a accepté les termes vous accordant la garde exclusive. Je vous joins les documents pour vos dossiers. J'ai lu le message 2 fois. Ensuite, j'ai ouvert les pièces jointes. Des pages et des pages de jargon juridique, qui disaient fondamentalement une seule chose, Victoire avait complètement capitulé. Garde exclusive pour moi. 0 droit de visite, sauf accord mutuel. Reconnaissance de la validité de la fiducie. Acceptation de toutes les dettes assignées à son nom. C'était fait. Vraiment fait. J'ai répondu, bien reçu. Merci pour l'information. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé à nouveau les étoiles. Je devrais ressentir quelque chose. Un triomphe, ou peut-être de la satisfaction. Mais je me sentais juste fatigué, et j'éprouvais un soulagement profond, presque écrasant. Je n'aurais plus à me battre. Je n'aurais plus à m'inquiéter de voir Victoire débarquer, avec des avocats et des réclamations. Je n'aurais plus à protéger Gabriel, de celle qui aurait dû l'aimer inconditionnellement, mais qui avait choisi une autre voie. Désormais, je pouvais me concentrer totalement sur ce qui comptait, offrir à Gabriel la meilleure vie possible. Être le père qu'il méritait. Construire un avenir dans lequel il pourrait s'épanouir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Aurélien, c'est Victoire. Je sais que j'ai dit que je ne te contacterai pas, mais il faut que tu saches quelque chose. J'ai tout signé. Je ne vais pas me battre. Delphine avait raison. Je ne peux pas gagner. Et honnêtement, je ne sais même pas si j'en ai envie. Ce que tu as dit sur les conséquences de mes décisions. Tu as raison. Tu as toujours eu raison.
Je n'ai pas été la mère que Gabriel méritait. Et tu as été le père que je n'aurais jamais pu être. Il a beaucoup de chance de t'avoir. J'espère qu'un jour je pourrai le revoir. Mais si ce n'est pas le cas, je veux que tu saches que je le comprends. Prends soin de lui. Mais ça, je sais que tu le feras. J'ai lu le message 3 fois. À la recherche de venin. À la recherche d'une manipulation. À la recherche du moindre indice, laissant penser qu'il s'agissait d'une nouvelle stratégie. Mais il n'y avait rien. Juste une honnêteté brutale. Juste une acceptation finale. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. J'ai supprimé le message, et j'ai bloqué le numéro. Non pas par cruauté, mais par nécessité. Gabriel et moi devions aller de l'avant, sans l'ombre constante de ce qui aurait pu être. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis 5 ans. Je n'ai pas rêvé. Je ne me suis pas réveillé en panique. Je me suis juste reposé, profondément et complètement. Au matin, Gabriel m'a réveillé en grimpant dans mon lit, ce qui était difficile pour lui, mais il y est parvenu par pure détermination. « Papa, réveille-toi. On est samedi. » « Et qu'est-ce qu'on fait le samedi ? » ?»« Des crêpes. » »« C'est vrai. On va faire des crêpes. » Dans la cuisine, il m'a aidé de son mieux, mélangeant les ingrédients dans un grand bol, versant la pâte dans la poêle avec mes mains guidant les siennes, riant quand la première est sortie toute déformée. « On dirait un monstre, a-t-il dit. Un délicieux monstre. Nous avons mangé nos crêpes déformées, recouvertes de sirop d'érable et de fraises, et ce furent les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées. Parce que nous les avions préparées ensemble. Parce que nous formions une équipe. Parce que c'était ça, notre vie, maintenant. Sans drame, sans bataille. Juste nous. Et c'était plus que suffisant. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé son rythme. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, lorsque j'avais épousé Victoire, il y a toutes ces années. Ce n'était pas parfait. Mais c'était la nôtre, elle était réelle, et elle était suffisante. Gabriel avait fait des progrès remarquables. Xavier avait raison. Son kinésithérapeute avait toujours raison. Désormais, Gabriel pouvait marcher sur de courtes distances, avec juste une canne. Il avait encore besoin du déambulateur pour les longs trajets, mais l'amélioration était indéniable. La première fois qu'il a marché de sa chambre à la cuisine sans aucune aide, j'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai serré dans mes bras, et j'ai pleuré contre sa petite épaule, pendant qu'il me tapotait maladroitement le dos. C'est rien, papa. J'ai juste marché. J'ai juste marché, comme si ce n'était pas un miracle. Comme si ce n'était pas le résultat de milliers d'heures de thérapie douloureuse, de chutes, de larmes, et du courage de se relever, encore et encore. Je suis tellement fier de toi, champion. Je suis fier de moi, aussi. Et cette réponse, cette confiance simple et pure, m'a prouvé que nous faisions ce qu'il fallait. Nos finances étaient stables. Le fonds de protection fructifiait avec de bons investissements. Je vivais modestement de ma retraite, et de quelques missions de conseil, que je faisais depuis la maison. Rien qui ne nécessita un bureau. Rien qui ne m'éloigna de Gabriel plus de quelques heures. Martine venait toujours, mais maintenant, seulement 3 jours par semaine. Gabriel avait besoin de moins de supervision constante. Il pouvait faire plus de choses par lui-même. De petites indépendances, que nous célébrions comme des victoires monumentales. Un après-midi d'octobre, pendant que Gabriel faisait ses devoirs avec Gabriel, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne répondais pas à ce genre d'appel, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Bonjour, monsieur Aurélien », a demandé une voix d'homme, très professionnelle. « Oui. Je m'appelle Romain Mercier. Je suis journaliste pour La Tribune. Je travaille sur une série d'articles concernant les pères célibataires, qui élèvent des enfants avec des besoins spécifiques. Votre nom est ressorti dans nos recherches, et j'aimerais vous parler de votre expérience. » Je me suis tendu immédiatement. « Comment avez-vous eu mon nom ? » ? À travers les registres publics des affaires de divorce. Votre cas était très inhabituel, et nous pensons que votre histoire pourrait inspirer d'autres parents dans des situations similaires. Je n'ai pas envie de servir d'inspiration à qui que ce soit.
Je comprends votre réticence, monsieur, mais réfléchissez-y. Il y a des milliers de parents là-dehors, qui luttent seuls, qui se sentent perdus. Votre histoire pourrait leur donner de l'espoir. Elle pourrait leur montrer que c'est possible. Mon histoire est d'ordre privé. Vous n'êtes pas obligé de partager des détails personnels. Juste votre point de vue, les leçons que vous en avez tirées, la façon dont vous avez réussi à protéger votre fils, tout en naviguant dans un divorce difficile. J'étais sur le point de raccrocher. J'avais le doigt sur le bouton, mais ensuite, j'ai repensé à toutes ces nuits passées seul, à chercher sur Internet quelqu'un, n'importe qui comprendrait ce que je traversais. À chercher des guides sur la façon d'élever un enfant atteint de paralysie cérébrale, sur la façon de gérer les finances, sur la façon de protéger légalement un enfant vulnérable. Et je n'avais rien trouvé qui aidait vraiment, juste des forums remplis de gens, aussi perdus que moi. Laissez-moi y réfléchir. Bien sûr. Je vous enverrai un email avec plus d'informations. Prenez votre temps. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone. Avais-je vraiment envie d'exposer ma vie ainsi? De prendre le risque que Victoire voie l'article, et décide de causer des problèmes? Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que Xavier m'avait dit un jour, les enfants comme Gabriel ont besoin de porte-parole. Ils ont besoin que le monde les voie, non pas comme des fardeaux, mais comme des personnes entières, avec un potentiel infini. Peut-être que c'était ma façon d'être ce porte-parole. Ce soir-là, après avoir couché Gabriel, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai écrit un email au journaliste. Je suis prêt à vous parler, mais sous certaines conditions. Mon fils n'apparaîtra sur aucune photo. Son nom sera modifié, et je relirai l'article avant publication. Si vous êtes d'accord, nous pouvons coordonner une interview. La réponse est arrivée en quelques minutes. C'est d'accord. Pouvons-nous nous parler cette semaine? 2 jours plus tard, Romain Mercier était assis dans mon salon. Il était plus jeune que je ne le pensais, dans la trentaine, avec des lunettes, et un enregistreur numérique posé sur la table basse. Merci de me recevoir, Aurélien. Je vous en prie. Aurélien, je veux que vous sachiez que cet article part d'une bonne intention. Je ne cherche pas le sensationnalisme. Je cherche la vérité. J'ai hoché la tête. Gabriel était avec Martine dans sa chambre, pour faire de la thérapie de motricité fine. Nous avions de l'intimité. Par où voulez-vous commencer? Commencez par ce qui vous semble important. J'ai pris une grande inspiration, et puis, j'ai parlé. Je lui ai raconté le diagnostic de Gabriel, la façon dont Victoire s'était peu à peu éloignée, la décision que j'avais prise, il y a 5 ans, de protéger mon fils. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai pas révélé les détails spécifiques du divorce, mais j'ai parlé du processus, de l'importance de tout documenter, de la façon dont une fiducie irrévocable peut protéger les enfants vulnérables, et de la façon dont un parent se doit d'être proactif, et non réactif. Romain prenait des notes furieusement. De temps en temps, il posait des questions. N'avez-vous jamais douté de votre décision? Comment avez-vous géré la culpabilité? Que diriez-vous à un parent dans une situation similaire? Nous avons parlé pendant 3 heures. Quand il a eu terminé, je me sentais vidé, mais aussi soulagé. Comme si j'avais porté ces mots en moi pendant des années, et que j'avais enfin trouvé un endroit où les déposer. Cela va aider énormément de gens, a dit Romain, en rangeant son enregistreur. Beaucoup de parents ignorent qu'ils ont des options légales. Ils ne savent pas comment protéger leurs enfants. Votre histoire va leur montrer la voie. J'espère juste que quelqu'un en a besoin. Ils en auront besoin. Je vous le garantis. L'article a été publié 3 semaines plus tard. Le titre était simple, un père, une promesse, comment j'ai protégé l'avenir de mon fils. Il ne mentionnait aucun nom. Il ne révélait aucun lieu spécifique. Mais il racontait l'histoire. Mon histoire. Notre histoire. La réponse fut immédiate et bouleversante. Ma boîte mail, que Romain avait incluse avec ma permission, s'est remplie de messages. Des dizaines, puis des centaines. Des parents qui me remerciaient. Des parents qui demandaient des conseils. Des parents qui partageaient leurs propres histoires, de lutte et d'espoir. Merci de m'avoir montré que je ne suis pas seul.
Votre histoire m'a donné le courage de mettre en place mon propre plan de protection. Mon fils souffre d'autisme sévère, et sa mère veut le placer en institution. J'ai lu votre article, et maintenant, je sais que je peux me battre. Chaque message me brisait le cœur, et me reconstruisait en même temps. Je n'avais pas réalisé combien de personnes vivaient cette même bataille en silence. J'ai répondu à chaque email, un par un, offrant des conseils quand je le pouvais, écoutant quand je ne pouvais rien faire de plus. Un soir, alors que je répondais à des emails, Gabriel est arrivé en boitant avec sa canne. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je parle avec d'autres papas et d'autres mamans. Des gens qui ont des enfants spéciaux, comme toi. Il y a beaucoup d'enfants comme moi. Énormément. Et ils ont tous des parents qui les aiment très fort, tout comme moi je t'aime. Il a grimpé sur mes genoux, ce qui était difficile, mais il y est arrivé. Il s'est calé contre ma poitrine. Tu les aides? J'essaie. Tu es un bon papa. Tu es un bon fils. On est une bonne équipe. La meilleure équipe du monde. 2 mois après la parution de l'article, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une association qui travaillait avec les familles d'enfants en situation de handicap. Monsieur, nous avons lu votre histoire. Nous nous demandions si vous seriez intéressé pour prendre la parole lors de notre conférence annuelle. Des centaines de familles seront présentes. Votre point de vue serait inestimable. Je n'avais jamais parlé en public. L'idée me terrifiait. Je ne suis pas un orateur. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous avez juste besoin d'être honnête. Racontez votre vérité. C'est bien plus puissant que n'importe quel discours préparé. J'y ai réfléchi pendant une semaine. J'ai demandé à Gabriel ce qu'il en pensait. Est-ce que tu vas leur parler de moi? Je vais leur dire à quel point je t'aime, et comment les papas et les mamans devraient toujours protéger leurs enfants. C'est d'accord. C'est d'accord, parce que moi aussi, je t'aime. J'ai accepté l'invitation. La conférence s'est tenue en mars. Une immense salle remplie de familles, de parents épuisés, de mères en larmes, d'enfants en fauteuil roulant, d'enfants avec des déambulateurs, et d'enfants qui semblaient parfaitement normaux, mais qui portaient des handicaps invisibles. Je suis monté sur scène avec des mains tremblantes. J'ai regardé le public, des centaines d'yeux qui attendaient. Qui attendaient de l'espoir, qui attendaient des réponses. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai parlé. Je leur ai parlé de Gabriel, du diagnostic, de la décision de le protéger, des 5 années de planification silencieuse, de l'importance d'être proactif. Mais je leur ai aussi parlé des doutes, des nuits d'insomnie, de la peur constante de ne pas être à la hauteur, de la culpabilité d'avoir ressenti du soulagement quand Victoire était enfin partie. Je leur ai dit la vérité. Toute la vérité. Quand j'ai eu terminé, le silence était absolu. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais dit quelque chose de mal. Puis quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre, et soudain, toute la salle s'est levée pour applaudir, les larmes aux yeux. Après cela, des dizaines de personnes se sont approchées de moi, me serrant la main, me prenant dans leurs bras, me remerciant. J'avais besoin d'entendre ça. Ça m'a fait me sentir moins seul. Je vais protéger mon fils, comme vous avez protégé le vôtre. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, avec le cœur rempli, non pas de fierté, mais d'un sentiment d'utilité. Peut-être que tout ce que j'avais traversé, toute la douleur, la trahison et la lutte, avait un sens plus profond. Peut-être que c'était pour en arriver là, pour aider les autres à trouver leur voie. 3 ans après la conférence, la vie s'était transformée en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Gabriel avait maintenant 12 ans. Il n'utilisait plus du tout de déambulateur, seulement une canne. Et certains jours, quand il se sentait particulièrement fort, il n'en avait même pas besoin. Il marchait avec un léger boitement, mais il marchait seul, indépendant, et fier. Il était entré dans une école spécialisée 2 ans plus tôt, une école où les professeurs comprenaient, où les autres enfants ne le voyaient pas comme quelqu'un de différent, parce qu'ils avaient tous leurs propres batailles à mener. Il s'était fait des amis, de vrais amis. Des enfants qui l'invitaient chez eux, qui riaient avec lui, et non pas de lui. Papa, Maurice m'a invité à sa fête d'anniversaire samedi. Je peux y aller?
Bien sûr que tu peux. As-tu besoin que je t'y emmène? Non. Sa maman va venir me chercher. Elle dit que je suis assez grand maintenant. Assez grand. Des mots qui semblaient autrefois impossibles. J'avais changé, moi aussi. Après cette conférence, d'autres organisations m'ont contacté. J'ai commencé à donner des conférences régulièrement, à écrire des articles, à conseiller des parents se trouvant dans des situations similaires à la mienne. C'est devenu mon travail à temps plein. Je ne gagnais pas autant que lorsque j'étais expert comptable, mais je gagnais suffisamment. Et plus important encore, j'avais gagné un but dans la vie. Chaque parent que j'aidais, chaque enfant que je protégeais indirectement, était une victoire. La fiducie de Gabriel avait grandi. Ce n'était plus 990 000 euros. C'était près de 1,2 million d'euros. Des investissements intelligents, des intérêts composés, de la patience. À ses 25 ans, il aurait plus qu'assez pour vivre de manière indépendante, pour payer ses thérapies à vie, pour avoir une maison adaptée à ses besoins. Pour ne jamais avoir à s'inquiéter de l'argent. C'était l'objectif dès le départ, et nous l'avions atteint. Victoire n'est jamais revenue. Pas un appel, pas un message, pas même une carte d'anniversaire. Au début, Gabriel posait des questions sur elle de temps en temps. Elle est où, maman? Pourquoi elle ne vient pas me voir? Je répondais avec une honnêteté adaptée à son âge. Maman vit sa propre vie. Parfois, les adultes prennent des chemins différents. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimé. Je t'aime assez pour deux. Avec le temps, il a cessé de demander, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il s'était construit une vie si remplie d'amour et de soutien, que son absence ne laissait plus de vide. Il avait Martine, qui venait toujours, même s'il n'avait plus autant besoin d'elle. Elle venait parce qu'elle le voulait, parce que Gabriel était comme un petit-fils pour elle. Il avait Xavier, son kinésithérapeute, qu'il avait vu grandir, passant d'un enfant qui pouvait à peine faire 3 pas, à un préadolescent qui rêvait de faire du sport adapté. Il avait Gabrielle, son institutrice, qui avait développé son amour pour l'apprentissage, au point qu'il lisait désormais des livres, que je devais chercher sur Internet pour les comprendre. Et il m'avait moi. Il m'aurait toujours. Un après-midi de printemps, pendant que Gabriel était à l'école, j'ai reçu un email inattendu. L'expéditrice était Delphine, l'ancienne avocate de Victoire. Mon premier réflexe fut de le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Cher Aurélien, j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Je vous écris à titre personnel, et non professionnel. Il y a 2 ans, j'ai cessé de représenter Victoire. Je n'ai plus aucun contact avec elle, mais je ressens le besoin de vous dire une chose. Vous avez pris la bonne décision. En tant qu'avocate, j'ai vu des centaines de divorces. J'ai vu des parents détruire leurs enfants dans des batailles pour la garde. J'ai vu l'argent être utilisé comme une arme. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un planifier avec une telle précision. Non pas pour gagner, mais pour protéger. Cela m'a changé. Cela a changé ma façon d'exercer le droit. Je me spécialise aujourd'hui dans l'accompagnement des parents d'enfants aux besoins particuliers. Pour créer des fiducies et des plans de protection, tout cela inspiré par ce que vous avez fait. Je voulais juste que vous sachiez que votre histoire a eu un impact bien au-delà de Gabriel. Elle a eu un impact sur moi. Merci, Delphine. J'ai lu le message 3 fois. Ensuite, je l'ai imprimé, et je l'ai rangé dans un dossier où je gardais les choses importantes. Des rappels que la douleur peut se transformer en un objectif de vie. Ce soir-là, pendant le dîner, Gabriel m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Papa, quand tu seras vieux, qui va s'occuper de moi? La question m'a frappé de plein fouet. C'était une chose à laquelle je pensais constamment, mais dont nous n'avions jamais discuté. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que Maurice m'a dit que son papa allait mourir un jour. Et je me suis dit que tous les papas meurent un jour. Qu'est-ce qui va m'arriver quand tu vas mourir? J'ai posé ma fourchette. Cette conversation méritait toute mon attention. Gabriel, tu te souviens du fonds de protection dont on parle parfois? Oui, c'est là où il y a l'argent pour quand je serai grand. Exactement. Mais ce n'est pas juste de l'argent. Cela inclut aussi un plan complet pour ton avenir. Il y a un administrateur désigné, un homme qui s'appelle Romain, qui est avocat, et qui connaît toute ta situation.
S'il m'arrive quelque chose, il s'assurera que tu aies tout ce dont tu as besoin. Mais où est-ce que j'habiterai? Ça, ce sera à toi de décider. Quand tu seras plus grand, tu pourras choisir. Tu pourras vivre seul avec de l'aide. Tu pourras vivre dans une communauté. Avec d'autres adultes qui ont besoin de soutien. Ou tu pourras vivre avec quelqu'un en qui tu as confiance. Tu as des options, Gabriel, et tu as les ressources pour choisir. Et si j'ai peur? Il est normal d'avoir peur de l'inconnu. J'ai peur aussi, parfois. Mais tu sais ce qui m'aide? Savoir que je t'ai préparé de mon mieux. Que lorsque je ne serai plus là, tu auras les outils pour vivre une belle vie. Une vie heureuse. Une vie très heureuse. Il est resté songeur, mâchant sa nourriture lentement. Puis il a souri. D'accord. Tant que j'ai de l'argent pour acheter des pizzas le vendredi, ça ira. J'ai ri, parce qu'il n'y avait que Gabriel pour transformer une conversation existentielle en un commentaire sur les pizzas. Tu auras toujours de l'argent pour les pizzas du vendredi. Je te le promets. Des mois plus tard, pour le 13e anniversaire de Gabriel, nous avons organisé une fête. Pas énorme, mais symbolique. Ses amis de l'école, ses thérapeutes, Martine, Gabriel, des gens qui l'aimaient sincèrement. Alors que je regardais Gabriel rire avec ses amis, en essayant de souffler les bougies de son gâteau, j'ai senti une présence à côté de moi. C'était Xavier. Il y a 9 ans, vous m'avez demandé si je pensais que Gabriel pourrait un jour marcher. Je m'en souviens. Je vous avais répondu peut-être. Parce que je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Mais regardez-le maintenant. Il ne fait pas que marcher. Il danse, il joue, il vit. Tout ça, c'est grâce à vous. Non, tout ça, c'est grâce à vous. Je lui ai juste fait faire les exercices. Vous avez fait le vrai travail. Chaque jour, sans faillir, sans vous plaindre. C'est ce genre de dévouement qui fait naître les miracles. Ce ne sont pas des miracles. C'était de l'amour. Peut-être que l'amour, c'est le miracle. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, j'ai aidé Gabriel à se préparer pour dormir. Il pouvait faire beaucoup de choses seul maintenant, mais il aimait toujours que je sois là. Et pour être honnête, j'aimais ça aussi. Papa, c'était le meilleur anniversaire de ma vie. J'en suis ravi, champion. Tu sais ce qui était le meilleur moment? Quoi? Que tu sois là. Tu es toujours là. Et voilà qu'elle revenait, cette phrase toute simple, qui contenait tout. Tu es toujours là. C'était tout ce dont un enfant avait réellement besoin. Pas d'argent, bien que cela aide. Pas d'une grande maison, bien que ce soit confortable. Juste de la présence, de la constance, de l'amour inconditionnel. Et je serai toujours là, jusqu'à ce que tu sois si vieux, que tu n'aies plus besoin de moi. J'aurai toujours besoin de toi, papa. Et je serai toujours disponible. Je l'ai bordé, je l'ai embrassé sur le front, et j'ai éteint la lumière. Dans ma propre chambre, je me suis assis au bord du lit, j'ai pris mon téléphone, et j'ai ouvert le dossier de photos. Des milliers de photos de Gabriel au fil des ans. Gabriel a 4 ans, nouvellement diagnostiqué, avec la peur dans les yeux. Gabriel a 6 ans, faisant ses premiers pas avec un déambulateur. Gabriel a 9 ans, le jour du divorce, ignorant que son avenir venait d'être sécurisé. Gabriel a 12 ans, marchant avec juste une canne, souriant avec confiance. Gabriel aujourd'hui, a 13 ans, entouré d'amis, vivant une vie qui semblait autrefois impossible. Chaque photo était une victoire. Chaque sourire était la preuve que j'avais fait ce qu'il fallait. Victoire avait choisi sa voie. Elle avait choisi l'argent, la liberté, une vie sans complications. Et moi, j'avais choisi la mienne. J'avais choisi les nuits blanches, les thérapies sans fin, les inquiétudes constantes. Mais j'avais aussi choisi les câlins, les rires, les « je t'aime », papa murmurait avant de s'endormir, les petits miracles de chaque jour. Et je ne changerai absolument rien. Rien du tout. Parce qu'au final, la véritable richesse ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en moments, en souvenirs, dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Et selon ces critères, j'étais l'homme le plus riche du monde.
Je me suis couché ce soir-là, avec un sourire aux lèvres. Demain serait un autre jour. Il y aurait des défis. Il y aurait des obstacles. Mais nous les affronterions ensemble. Gabriel et moi, la meilleure équipe du monde. Et c'était tout ce dont nous avions besoin.